Voilà. C'est pas grave. Une petite valse de Brahms. Oui, ça c'est une des premières que j'ai apprises après très longtemps, quand j'ai commencé en 60, trentaine d'années à peu près. C'est quoi comme piano? Ça s'appelle comment ce piano? C'est un Hamilton, ben je viens de le savoir parce que le monsieur qui me vend le suivant, il veut savoir quelle marque. Et puis je l'ai retrouvé par le contrat. Il n'était pas marqué dessus? Non, pas marqué dessus. C'est un Hamilton, enfin c'est pas une marque de grande valeur. Là. D'accord. Donc on se revoit au bout de 17 ans. Oui, malheureusement, le temps passe. Ben oui, on est marqué par le Si tu temps. m'avais demandé depuis combien de temps, j'aurais dit 7-8 ans. Ouais. Ouais. Non, non, c'est bien 17 ans. Ah ouais. Mais c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte tout de suite. Parce que j'ai revu également Axel Harvey, j'avais pas eu de Denis. Bon, enfin, toi, tu n'as pas perdu ton temps, parce que je vois que tu as sur ta table des bouquins. C'est des bouquins que tu édites toi-même, plus ou moins? Oui, oui, je suis éditeur en même temps. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé une formule, c'est que ça remonte à longtemps, il y a plus que 30 ans, j'avais écrit un livre, qui est d'ailleurs celui-là ici, Au-delà du Zodiac. Et j'étais allé chez un éditeur. Ouais. Ça, c'est le tome 2, ça, c'est le tome 1. Alors, j'étais allé chez un éditeur, et puis, ben, il m'est arrivé une drôle d'aventure, c'est qu'en fait, ils l'avaient accepté. Ils ont pris le manuscrit, ils ont fait des corrections. Et puis là, ben, ils étaient prêts à publier, alors ils m'ont fait un contrat. Et à l'endroit où il y avait une ligne pour signer, ça marquait signature de l'auteur, il y avait déjà un griffonnage, tu sais, comme des E, là, comme ça. Alors j'ai appelé, puis j'ai dit, ben écoutez, il y a quelque chose qui est embêtant un petit peu, il y a comme, peut-être pas une signature, mais il y a quelque chose là. J'ai dit, pouvez-vous me renvoyer un autre contrat? Alors là, j'ai dit, ben non, ça coûte bien trop cher, un contrat, le bout de papier. Ben, j'ai dit, écoutez, où je vais mettre ma signature, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a déjà signé. Puis là, j'ai senti que ça se passait pas bien. Alors je me suis dit, ben là, s'ils ne veulent pas me publier, ils veulent m'embarquer dans quelque chose, là. Parce que la ligne signature de l'auteur, il n'est pas supposé d'avoir quelque chose. Il voulait quand même que tu le signes quelque part. Je présume que oui, mais là, il y aurait eu deux choses, et puis là, ça aurait été prêté à confusion. Mais c'est le fait que la maison d'édition s'est comportée comme ça. J'ai senti comme un piège et tout ça, puis j'ai dit, bon, on va laisser faire. Donc toi, tu diriges l'édition Gemini. Oui, c'est ça. Et plusieurs années plus tard, j'avais recommencé la revue Uranus parce qu'on l'avait lancée en 73, en 1975 à cause de la crise du pétrole. Et puis, quelque part dans les années, en approchant de 87, 88, j'étais en train de taper l'ordinateur. Et puis là, ben, j'ai eu l'idée, tout à coup, de relancer la revue par mes propres moyens, mais dans un mode où chaque... ça va? Oui, oui. Oui. Dans un mode où chaque exemplaire de quoi que ce soit serait unique, et donc il y aurait un petit profit. Parce qu'en 73-75, j'avais commencé, j'avais 5000 copies d'imprimés, ce qui est quand même beaucoup pour ici, mais on en vendait, bon, 100, peut-être 200, et évidemment, ben, ça coûtait cher, ce qui fait que le dernier numéro, en 75, le 12e numéro,
a coûté quelque chose comme 800 $ parce qu'en 2 ans, le prix du pétrole... Quel numéro? Numéro 2? Le numéro 12 de la revue originale Uranus. C'est pas 60. Ça s'est passé en quelle année tu disais? J'ai pas compris. J'ai commencé en 73, puis en 75, ça faisait 2 ans. Mais pendant la période, il y a eu la grosse inflation de la crise du pétrole. Le prix de l'acier a doublé, le prix du papier a doublé. Ce qui fait que mon dernier numéro en 75 m'a coûté 800 $. Puis j'en ai à peu près jamais revu la couleur. Alors je me suis dit, si un jour je recommence, je vais trouver une autre formule. Alors j'ai trouvé une formule, un petit format beaucoup plus petit, et que j'imprimais à l'unité. Donc là, j'ai commencé seulement qu'avec des abonnements. Puis, on peut en voir les exemplaires d'Uranus? Oui. Parce que quand même, moi je me souviens que j'en avais vu, ils sont très allongés, je crois. Ben, c'est 3 3/4 par 8 et demi. Oui. On peut te voir. Ouais. Donc ça c'est la revue Uranus, mais ça c'est donc il était sorti déjà dans les années 75, etc. Et puis oui, c'est le même nom, mais sur un format différent. Il est ressorti presque 20 ans plus tard, oui. 75 à 89. Ah oui, 14 ans. Il y a eu une interruption de 14 ans. C'est ça. Mais la formule ici, c'est que je faisais tout moi-même. Là, j'ai une très grosse imprimante, mais à l'époque, j'en avais une plus petite. Ah oui, c'est vrai que tu me dis que tu fais tout, là, finalement. Oui, c'est ça. Et alors, dans ce mode-là, dans ce modèle-là, j'imprimais seulement le nombre de copies nécessaires, d'abord pour répondre à la quantité d'abonnements, plus quelques-uns que je distribuais dans les librairies. Donc, au moins, il y avait un petit profit sur chaque, il n'y avait pas de perte. Alors qu'en d'autres temps, quand on fait imprimer par un imprimeur, il faut en imprimer quelque chose comme 500 minimum. Et là, si on n'en vend pas, ben, il y a beaucoup de pertes. Alors, quelle était la conception de ces... Quel était le style de la revue? Je vois qu'il y avait des trucs, il y avait des rubriques, la Grand Classique, par exemple. On peut dire que ça leur a posé sur l'idée d'une moitié qui serait des textes très denses et d'autres qui seraient plus légers. Par exemple, on a eu dès le départ un guide annuel, un rébut astrologique, des mots occultés, et quelques-uns des grands textes qui ont déjà été publiés par des grands auteurs. Que Werner Essig avait déjà publié dans sa revue, lui, astrologique de Suisse. Donc, on a toujours eu des textes d'actualité, on a toujours suivi l'actualité. Donc, c'était plus vivant. Alors, quel était le profil du lecteur? Bon, essentiellement des personnes s'intéressant à la chose et des personnes étudiant, parce que dans ces années-là, la tranche des années 70 était une tranche féconde au niveau de la participation des gens et de l'intérêt public. Tiens, voilà un cadeau, parce que ça parle de toi. Ah oui? Oui, parce que j'ai mis tous les astrologues que je connaissais. Donc il y a Jacques Cyr. C'est pas grand-chose, mais tu peux le garder. Ça c'est quoi? C'est le guide astrologique 97. Tous les astrologues que je connaissais, je les ai mis dans ce guide. Ok. Ben, c'est bien. Et donc tu m'avais donné 3 lignes, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Ben oui, c'est ça. Bon. Donc tu étais en train d'expliquer la formule de cette revue. Donc c'est à la fois. Donc quel était le profil moyen du lecteur? Enfin, surtout des gens étudiant la chose. Oui. Parce que c'était une revue, on peut dire, de haute qualité, sans se vanter. Rien de facile, seulement des choses, disons, acceptables, et pour des gens qui avaient quelques connaissances. Je pense ici à Astrologie mondiale, des textes du traité pratique de Aurix et Michaud. Oui, j'ai bien connu. Donc, c'était quand même tous des textes assez denses. Les grands classiques aussi, on a publié de belles choses. Kraft, oui. Ici, on est au Kraft. On a publié de grands textes. Oui, l'astrobiologie de Karl Kraft. On avait des textes de Saint-Thomas d'Aquin, Docteur Pellier, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était des textes de fond pour constituer le fond de la chose. Et Gilles Tanguay, c'est quelqu'un qui est toujours en vie? Toujours à Québec, oui. Il est à Québec, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est lui qui avait il a une bibliothèque importante. C'est lui qui était plus ou moins lié avec Hirsig. C'est lui qui a hérité des livres de M. Hirsig. Voilà. Et donc, tu vois, je lui ai fait aussi une rubrique à Tanguay. Hein? Tu lui diras? Oui, c'est ça, oui.
Ben lui, il a pratiqué un peu, mais pas complètement. Alors, J'avais voulu le rencontrer à l'époque. Il est pas vieux, Tanguay, je crois. et de mon âge, à peu près. Ah oui, quand même. Je dirais une dizaine d'années plus jeune. Voilà, quand même, oui. Oui, parce qu'en fait, on était sur les mêmes bancs d'école. On a commencé au même moment. C'était au Reine-Élisabeth à Montréal. Et puis, on a fait nos études ensemble. On a eu chacun la maîtrise. Donc lui, il a actuellement une très belle bibliothèque. Vous avez une maîtrise, vous avez fait un master? Oui, c'est ça. Ben, Werner Essig, que tout le monde a bien connu, donc lui donnait des cours qui menaient à la maîtrise. Et lui et moi, moi je l'ai obtenu en 72, lui peut-être un an après, ou à peu près en même temps. Ah oui, mais Et moi, il y plus avait- tard, j'ai donné des cours. Et j'avais aussi de maîtrise, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont là. il y a toute une structure, il y avait toute une structure de diplôme. Oui, oui, c'était bien organisé. Ah oui. C'est ça. Donc vous perpétuez un peu le. Ah, c'était dans son style. On peut dire, si on résume des grands noms, André Barbeau, Werner Essig, Von Leclerc. Oui. Donc, même style, même tradition, même valeur. Kepler en tête de liste avec ses écrits puis ses idées. Alors Werner ici, qu'est-ce que tu peux évoquer il venait de Suisse, c'est ça? Il venait de Suisse, il Ouais. avait la revue Destin. Oui, lui, il est arrivé, on a publié d'ailleurs quelques-uns de ses textes. Tu peux me dire en quelle année il est arrivé au Québec? On l'a écrit quelque part, mais je crois que c'est quelques années avant mes cours. Donc, moi, j'ai commencé mes cours en 68, donc lui, il a dû arriver au 63. début des années 60. à peu Ouais. près. Ouais. Ça faisait pas tellement longtemps qu'il était ici. Et il a tout de suite bien travaillé, il a tout de suite été très actif. Ouais, Parce qu'il avait déjà, il était très actif d'abord en Suisse. Ben, oui, mais rendu ici, il s'est installé à Québec, mais il a raconté son histoire à un moment donné. Donc, évidemment, les débuts ont été difficiles, d'abord à cause de la matière, puis ensuite, ben, parce qu'il n'était pas connu. Donc, il a fait comme bien des gens. Dans notre métier, il a travaillé, puis un jour, ben, il a ouvert son cabinet, puis il a commencé. La plupart d'entre nous non seulement commencent en faisant un travail, mais continuent. Un grand nombre ont presque toujours travaillé à l'extérieur. Il y en a très peu qui ont vécu vraiment. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Oui, Oui. c'est ça. Oui. En fait, la seule façon pratiquement d'en vivre, c'était encore de faire plutôt des choses d'horoscope, donc qui se vendent beaucoup mieux, tant dans la pratique que dans les livres. Les livres d'horoscope de fin d'année se vendent très bien. Oui. Ouais. Justement, on a vu Mme Aubry, là, elle nous en parlé de ces trucs qu'elle fait tous les ans. Ce genre de livre-là est très populaire. C'est bien payé. C'est bien, c'est bien. Bien, évidemment, il faut être en haut de l'échelle. Donc, la plupart des personnes qui ont bien réussi avaient un contact, soit une colonne dans un grand quotidien, ou bien une émission de radio. L'émission de radio, une fois par semaine, ben, ça faisait un auditoire très important. Et puis, mais il faut comprendre que, sans dévaloriser qui que ce soit, il y en a un grand nombre qui ont acheté plus ou moins, parce que c'était payant, ça valait la peine. Moi, il y a une vingtaine d'années, on m'avait offert une émission de radio une fois par semaine. Ça s'achetait? Oui. Alors, la formule, c'était qu'une fois par semaine, à l'époque, c'était 100 $, mais l'animateur était comme arrangé un peu, si tu vois ce que je veux dire. Ben, c'est quand il n'était pas neutre, donc l'animateur nous présentait voici, monsieur rentre cette semaine. Donc, oui. C'était de la publicité rédactionnelle, enfin, c'est-à-dire qu'il faisait semblant de ne pas croire qu'ils étaient payés. Bon, oui, c'est ça. Il nous posait toujours des questions pour nous mettre en évidence. Ah, oui. Mais à ce moment-là, les personnes qui ont fait ça ont bénéficié d'un auditoire et pouvaient vendre des produits. Mais quand ça m'avait été proposé, j'avais pas la revue puis j'avais pas les livres, donc j'avais pas. Ouais. Ben, je dis pas que ça aurait pas valu la peine, mais j'avais pas quelque chose pour. Si ça avait été comme aujourd'hui, ben là, demain, je peux dire. Mais c'est plus les mêmes conditions. Mes publications, c'est ça. Ouais. C'est comme ça. Alors, donc, tu as participé, tu as vu, tu as suivi l'histoire des associations. Oui, j'ai connu tout le monde, c'est sûr. Ils ont créé des. Elle a disparu, l'association la CAF, comment ça s'appelle? Oui, la CAF, c'est ça. Ben, c'est. Association québécoise d'astrologie francophone, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, mais il y a toujours eu un groupe à l'intérieur du groupe global qui se disait, nous sommes, comment il disait, pas les pivots, mais un mot, pas la structure. Le noyau. Oui, le noyau, quelque chose comme ça.
Mais en même temps, c'est comme s'il y avait seulement qu'eux, puis ils n'étaient pas très ouverts sur les autres. Alors, je me souviens d'avoir vu la carte, ben, il y a eu le lancement. Alors, au lancement, j'y étais, mais c'était déjà tout organisé. Alors, j'ai eu l'impression comme si on me demandait pour le mariage, puis je connaissais même pas la fiancée. Alors, tu sais, tout était organisé d'avance, puis ce qu'on voulait, c'était des membres pour payer des cotisations. Alors, ils ont fait un bout, mais moi, quand j'ai regardé le thème, ben, je me suis dit à moi-même, ça, on s'en va nulle part avec ça. Il me semble que le point de départ d'un bon astrologue, c'est de vérifier si le thème de naissance est solide. Et ce thème-là, il l'était pas. Il n'était pas, puis il avait été conçu par une seule personne. Moi, j'ai toujours cru que ça devait être plus... Est-ce que c'est indiscret de demander qui était à l'origine de cette association? Ben, c'est quelques astrologues, dont Axel Harvey. Je ne sais pas si tu as rencontré... comment il s'appelle? Son nom m'échappe pour le moment. Il y a quelques livres aussi. Ils étaient... Eric Brown, je pense qu'il faisait partie du groupe... je le vois demain. Du groupe de départ. Donc, ils étaient 6-7, ils se connaissaient, puis ils étaient ensemble, alors ils faisaient des choses, et puis... ben, ça a fonctionné pendant un certain temps. Mais, tu sais, c'est délicat de parler de ça, parce que... je ne veux pas parler contre, parce qu'ils ont fait leur possible, ils ont fait des choses ensemble, puis ils ont le mérite de l'avoir fait. Mais, dans le langage, c'est comme si... il se voyait déjà comme une profession reconnue. Il faut oublier ça. L'astrologie, on a souvent cité Carl Jung, qui disait, bon... il frappe à la porte des universités. Oui, c'est ça, mais ce qu'on a dit en réplique, c'est que la porte est très épaisse, puis elle est en acier, puis on est à la porte, mais on est encore à la porte. Ça fait 300 ans qu'on est à la porte. Alors, mais il y en a parmi l'ensemble des gens qui ont pratiqué au Québec qui avait comme une espèce de vision idéaliste, comme quoi ce serait juste une question de temps, puis là, on formerait une association, mais c'est pas ça, c'est jamais arrivé, ça, là, parce que c'est tellement disparate, tu as, comment dire, côtoyé les gens, donc il y a un langage astrologique qui est comme un peu, c'est un peu virtuel, c'est comme un peu en dehors de la réalité, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que on utilise des mots, des expressions, je pense au langage de Nostradamus. Alors, j'ai vu des textes dans certaines revues. On se demande qu'est-ce qu'ils essaient de dire. C'est des mots et des mots, une mer de mots, mais finalement, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'ils arrivent à dire. Et autant pour les prévisions mondiales, par exemple, ben, il y a un langage qu'on doit utiliser qui doit être compréhensible à tout le monde. Je te donne un exemple. Sur mon site, pour les prévisions de 2009... Comment s'appelle ce site? Ça, c'est les éditions Gemini. .com ou Oui, .com. Alors, je fais des prévisions annuellement, puis je fais des textes de temps en temps. D'ailleurs, il y en a plusieurs sur le site. Alors, pour 2009, ben, je dis quelque part que le premier semestre s'annonce assez bien, et tellement bien, en fait, qu'on va avoir l'impression que la récession est finie. Et quand on écoute l'actualité, ben, il y a des économistes qui viennent nous dire, ben voilà, c'est presque fini, là, c'est une question de temps. Mais là, je renchéris en disant, oui, mais attention, ça c'est, on n'est pas rendu au creux, là. 2010 s'en vient, c'est encore bien pire. Mais pour le moment, c'est comme ça que Et ça, c'était à cause de quoi, ça? Ah, ben il y a de très graves dissonances qui s'en viennent. Oui. La principale, c'est la quadrature Uranus-Pluton, qui va être exacte en 2012-2013. Mais de 2009 à 2015, d'ailleurs, dans un de ces livres-là, j'ai déjà parlé de la période 2009-2015 comme étant une période difficile qui s'en venait. Mais là, on est juste sur le bord, on a juste commencé. Donc, beaucoup croient que c'est déjà la fin. Mais c'est loin d'être la fin. Ben, on verra, peut-être que l'astrologie se trompe. Ah, seulement. Oui, mais là, c'est que les dissonances sont tellement puissantes, je ne peux pas croire que dans l'ensemble du monde, il n'y a pas des gens qui... En fait, est-ce qu'André Barbeau est décédé? Ou... Non. Bon, là, lui... il a 88 ans. Oui, je sais. Ben, il doit écrire des textes, il doit... Ah ben oui, il a un site. Oui. André Barbeau, je crois. Tout simplement? Oui. Oui, OK. .com. J'ai trouvé ça sur Internet. Ouais, moi, je peux te l'envoyer. Alors, il doit seulement... non, c'est andrébarbeau.com? Non, je ne peux pas le dire à fort... non,
C'est quelque chose comme ça, mais, OK. mais je peux te le trouver sur Non, Google. si je tape le nom, peut-être qu'il va... Mais oui, va c'est faire. ça, je veux dire, tu tapes le nom André Barbeau, et au bout de 3 ou 4 Ouais. propositions, tu as le ciel. Alors, c'est sûr que lui aussi doit écrire, puis c'est sûr que lui aussi doit avoir, même depuis longtemps, parlé de ces aspects-là qui s'en viennent, comme d'une crise mondiale très importante. Et puis, Alors justement, mon cher Jacques Cyr, qu'est-ce qui s'est passé comme événement prévu? Au niveau prévisionnel, qu'est-ce que l'astrologie a bien perçu depuis 30 ans? Ou bien annoncé? l'astrologie, je ne peux pas répondre, mais moi, je peux répondre pour mes textes. Oui, mais enfin, c'est une façon de parler, oui, pour toi, oui. Qu'est-ce que tu as bien vu venir? D'abord et avant tout, c'est un langage. Un langage, ça veut dire choisir des mots qui vont être assez proches de la réalité. Mais on ne peut pas faire de prévision. Si on prend, par exemple, les événements de 2001, alors, quelque part dans une partie du texte, pour les prévisions de 2001, donc, ce que je dis, essentiellement, c'est que aussi le premier semestre, c'est assez intéressant, c'est pas si mal. Mais dans le deuxième semestre, c'est la quadrature Saturne-Pluton qui s'amène. Et là, ben, je dis des mots, je dis, bon, des édifices s'écrouleront et les terroristes s'en donneront à cœur joie. Mais je décris la première partie comme étant heureuse, comme relativement maintenant, et la deuxième comme étant beaucoup plus difficile. Mais c'est un langage, sauf que, évidemment, ce que j'ai pas dit, c'est quel édifice tomberait. Parce que là, faut oublier ça, là, on va pas aller jusque-là. On va pas pouvoir dire qu'il y a des avions qui vont tomber sur le 79e étage. Donc, quand je dis qu'il y a des choses souterraines, il y a des choses qui vont s'écrouler, ben moi, il me semble que c'est proche de la réalité, mais je suppose qu'une personne qui veut, un peu comme les textes de Nostradamus, qui veut dénigrer ça, ben, va trouver un moyen de dire que ça ne l'est pas. Et je pense à, tu te rappelles le naufrage de l'Exxon Valdez, un pétrolier. Bon, alors, dans la lunaison avant, ben, je dis, il y a des fortes dissonances de Neptune, donc il y a danger pour des naufrages, de perte de pétrole, puis ainsi de suite. Bon, est-ce que c'est assez juste? Est-ce que c'est assez clair? Je ne sais pas, c'est pas... En tout cas, on peut dire que tu travailles comme Nostradamus, parce que Nostradamus, tous les ans, il publiait la lunaison de chaque mois. Oui, ben, on l'a fait pendant tout le temps ici. Ben, lui, il faisait, je te dis ça, qu'il faisait tous, il faisait pareil. C'était pas les centuries, c'était pas les prophéties, mais il avait dans ses almanachs, tous les ans, lunaison, il faisait exactement... Le travail que tu as fait pour les lunaisons, c'est exactement ce que lui, il faisait. C'est ça, mais je parle juste de la nature des textes. C'est comme si... Non, mais je ne faisais pas les mêmes textes. Hein. Non, mais non, non. son travail annuel, c'était ça. Tous les ans, il faisait pareil ces trucs-là. Tiens, tu vois, ici, je dis juste comme genre de texte. Voilà. À savoir qu'est-ce qu'on peut dire puis comment on peut dire. Donc, je dis, la lunaison du 7 août est caractérisée d'abord par une distribution où les 5 planètes larges sont parfaitement harmoniques entre elles, tout en ne recevant que peu de dissonance, et où les 5 rapides sur Vénus sont plutôt dissonantes entre elles, ce qui suggère à prime abord que la toile de fond de la situation mondiale est encore extrêmement solide et propice à toutes sortes d'initiatives. Et là, c'est sûr que, puis ici, on parle de l'Europe en particulier, Trigone, Jupiter, Saturne, entre autres, auxquels on prête depuis longtemps des effets bénéfiques sur l'évolution de l'Europe, actifs depuis de nombreux mois déjà et sans doute responsables des derniers développements du marché commun européen et de son expansion. Mais tous les textes ici sont toujours avant la chose. Mais si je dis, par exemple, dans un texte annuel, que cette année, pas cette année, mais cette année dans le cas d'une prévision, que l'euro, par exemple, bon, quand je parle de l'euro, il me semble que c'est quelque chose de concret. C'est pas n'importe quoi. Donc, si je dis, en raison de certaines configurations planétaires, cette année, l'euro se devrait maintenir en bonne position financière. Et si dans les mois qui viennent, l'euro a une bonne cote, ben moi, il me semble que c'est une bonne prévision. Mais on ne peut pas se juger soi-même. Il faut que ce soit nécessairement quelqu'un qui le fasse et qui porte un jugement sur les choses qu'on fait. Mais ce que je veux dire, c'est que mon texte parle de quelque chose de précis. Si je parle de l'euro, l'euro, c'est une monnaie, donc c'est pas n'importe quoi. Mais si je dis en Europe, il y aura des incendies, là, on est d'accord pour dire qu'on ne sait pas trop de quoi on parle, parce que des incendies, il y en aura tout le temps. Tu es d'accord avec ça? Oui. Donc, si on ne peut pas donner de précision... Enfin, s'il y en a plus à certaines époques qu'à d'autres, ça peut être intéressant.
Oui, c'est ça. Mais là, c'est qu'on rentre dans un domaine où il faut des esprits libres et neutres pour être capable d'évaluer la valeur des textes, ce qui a été dit. Mais si, ici, en 2002, déjà, je parle d'une crise couvrant les années 2009-2015, bien, la question, c'est est-ce que nous sommes dans une crise et est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en train de dire que la crise va durer jusqu'en 2015? Est-ce que là, on parle de quelque chose qui est assez proche de la réalité? C'est ce que je disais justement ce matin à Jacqueline Aubry. Je lui disais, il faut faire attention avec comment on explique un phénomène. Si on l'explique avec des planètes qui constituent une configuration qui ne va pas durer longtemps, ça veut dire que la crise ne va pas durer longtemps. Et donc si elle dure longtemps, on sera trompé. Ouais. Si on explique avec des planètes qui sont lentes, très lentes, et qui passent dans un signe, etc., ça veut dire que ça va durer longtemps. Et donc si ça n'a pas duré longtemps, on se sera trompé. Donc il y a des moyens de... En fin de compte, à partir du moment où un astrologue choisit telle et telle explication astrologique, il détermine aussi la durée qu'il implique au phénomène. C'est ça. Parce que la configuration, elle va durer un certain temps. Oui. Donc la configuration dure un certain temps, et donc on va supposer que l'événement qu'il veut expliquer par sa configuration va durer le même temps que la configuration. C'est ça, c'est exactement comme ça. Donc le principe d'une lunaison, c'est que ça dure un mois, c'est que ça ne peut pas avoir d'effet à long terme. On ne peut pas expliquer avec une liaison quelque chose qui va durer 4-5 ans. Quoique... les effets peuvent durer. Les effets dans le sens de ça va laisser des traces, oui. Mais pas une suite d'événements. Comme là... Voilà, c'est ça. Moi, il y aura le point de départ, il est ponctuel, ouais. Mais après, ça peut effectivement avoir des conséquences à long terme. Oui, c'est ça. Alors ici, ben, ce sont les chiffres que j'ai choisis. 2009-2015, c'est quand même assez précis. Ça, c'est... tu vas retrouver ça ici. Mais pourquoi ce titre assez étrange, au-delà du zodiaque, Jacques Cyr? Ça, c'était... ce que ça voulait dire, c'est... Oui, qu'est-ce que ça au-delà de la signification courante. Mais ça peut vouloir dire aussi au-delà dans le ciel, dans le sens où le zodiaque, on ne sait pas ce que c'est. Ah, oui. Même après 2000 ans, on ne peut pas l'expliquer. On peut juste dire, OK, ici, il y a une portion du ciel qui s'appelle le bélier, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il n'y a pas de ligne dans le ciel, il n'y a pas de... Donc, le zodiaque, c'est probablement, en tout cas à mon sens, le système, le phénomène le plus extraordinaire parce que le lien qu'il y a entre le zodiaque et la nature humaine est extraordinaire. Si on prend seulement, par exemple, l'ascendant représente la vitalité, la forme physique, et ainsi de suite. Or, c'est la position de l'ascendant dans un des signes, qui est un espace dans le ciel, qui fait qu'on est comme ça ou comme ça. Et c'est probablement le point le plus représentatif de la valeur astrologique. L'ascendant, c'est le point le plus déterminant du thème. Donc, si on prend, par exemple, une personne qui a l'ascendant balance, très rarement, on a des personnes qui ont une vitalité exceptionnelle. Dans le signe à côté, qui est le scorpion, là, au contraire, il y a un grand nombre de personnes qui ont une vitalité exceptionnelle, qui peuvent faire des 18-20 heures de travail par jour, qui sont hyper actives. Donc, on dit que l'ascendant est là, est en balance. Quelques minutes plus tard, l'ascendant passe au scorpion. On peut corriger l'heure de naissance, en fait. Pardon? On pourrait corriger l'heure de naissance. Ça, je ne crois pas à ça. Pour le moment, j'ai rien vu de correction qui me semblerait juste. Mais quand on est sûr de l'heure de naissance, oui. Une grande majorité de personnes qui ont l'ascendant scorpion ont une vitalité exceptionnelle, alors que dans le signe avant, la vitalité est très moyenne. Oui, donc là, le contraste est net. Il est net, il est très fort. Comme on a le lion d'un côté, puis juste avant, le cancer. Les personnes qui ont l'ascendant cancer, règle générale, sauf exception, 90% ont une vitalité très moyenne, un rythme lent, plutôt un peu paresseux sur les bords, alors que l'ascendant lion donne une forte personnalité, forte vitalité. Toi, tu t'intéresses beaucoup aux ascendants, finalement. C'est le point central du thème, et c'est ça qui détermine. Mais ce qui me gêne dans cette histoire d'ascendant, mon cher Jacques, c'est que, comme tu viens de le dire, si j'ai bien compris, l'ascendant, il peut changer en quelques minutes. Ben, le passage se fait à une heure précise. Bon, alors on ne peut pas dire qu'un être humain, il change au dernier moment, juste avant sa naissance. Physiquement. Là, il y a un phénomène. Physiquement, on va pas changer de corps, de tête en quelques minutes, non, mais selon qu'il est 8 heures du matin ou 10 heures du matin. Pas au dernier moment, en tout cas, on ne va pas changer au dernier moment.
faut que ça soit programmé depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il faut que le corps se constitue. C'est ça, mais premièrement, on parle de la Même le naissance, psychisme. donc on ne sait pas de façon très exacte ce que c'est que la naissance. Oui. On sait que c'est un instant court, mais selon différentes écoles de pensée, il y en a qui disent que le moment de la naissance, c'est le moment où l'enfant crie pour la première fois. Ouais. Il y en a d'autres qui disent que c'est la rupture du cordon ombilical. Ouais. Il y en a d'autres qui disent que c'est quand la tête sort et reçoit la lumière du jour. Mais entre tout ça, il y a très peu de temps. Oui. Moi, personnellement, je penche pour la rupture du cordon, parce qu'à ce moment-là, l'enfant devient complètement autonome. Oui. Avant ça, il ne l'est pas complètement. Oui. Donc, le moment précis de la rupture du cordon détermine une heure sur le cadran, qui détermine un degré précis sur le zodiaque. Et je peux le dire parce qu'avec mes 40 ans de pratique, quoique quelqu'un d'autre pourrait dire j'ai 40 ans puis je pense pas la même chose, mais c'est pas grave. J'ai vu tellement de cas, parce que moi, quand j'ai commencé, c'est assez spécial, c'est un peu grâce à André Barbeau que j'ai pu mettre tout ça Oui. en clair. Quand j'ai commencé, j'avais un petit livre sur les poissons, parce que je suis né pendant la période des poissons. Puis j'avais lu ça, puis j'avais trouvé ça intéressant. Et quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, ben, une des premières questions que j'ai posées, c'est j'ai pas d'heure de naissance. Je suis né à une époque où on naissait à la maison, j'ai pas d'heure de naissance du tout. Au Alors, Canada, il n'y avait pas vraiment de... oui, mais voilà comme c'est intéressant. Alors, je demande à un premier astrologue, qu'est-ce que tu penses, entre autres M. Hirsig, qu'est-ce que vous pensez que j'ai comme ascendant? Alors, ben, il avait dit, ben, mais il n'avait rien donné de précis. Et plus tard, j'ai rencontré des astrologues comme Henri Gazon et d'autres. Et quand j'ai demandé à 4-5 personnes, je me suis retrouvé avec 4-5 ascendants différents. Et là, je me suis dit, ça va pas bien, là. Non. Ça va pas bien, parce que là, ça peut pas être comme ça. Donc, je commence à étudier en 68. En 72, j'ai ma maîtrise, je commence à pratiquer, mais je sais toujours pas quel est mon ascendant. Et jusqu'en 78, je crois que mon ascendant est Gémeaux, parce que la description du signe, c'est celle qui me colle le mieux. Ah oui, c'est dingue. Donc, je le crois. Entre-temps, j'achète la petite série, tu dois connaître, la petite série du Seuil, édition du Seuil d'André Barbeau, Oui, sur tout à les fait. signes du zodiaque, Oui, dans les années qui 50. a été renouvelée. Oui. Et j'étais pas riche à ce moment-là. Alors, j'achète les petits livres un par un. Le dernier qui me manquait, c'est le Verseau. Alors, je vais chercher mon Verseau, puis là, je commence à lire. Et là, je me dis, ah, mais ça, c'est moi. Ce que je lis dans le livre, c'est moi, beaucoup plus que même que les poissons, qui est mon signe solaire. Alors, je dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je me reconnais plus dans ce Parce que livre j'ai mon ascendant, pas là. dans les 11 autres? J'ai rien au Verseau, j'ai pas de planète. Oui. Donc, il faut que ce soit l'ascendant. Ou alors ça pourrait être la lune noire. Ah non, non, ouais, Ou certainement, Chiron. certainement pas. Alors, à ce moment-là, pendant des semaines, je repense à ça. Et là, je recommence à voir toutes les personnes que je connais sous le regard de leur signe ascendant. Et là, je comprends qu'il est là, le phénomène. Je comprends que c'est l'ascendant qui vraiment domine, et c'est ça qui est le mot-clé de toute la personnalité. Et là, je commence à faire des consultations en prenant comme priorité l'ascendant. Un exemple un des plus extrêmes. Une femme qui vient me voir avec un soleil Capricorne, donc en principe le signe le plus lourd, le signe le plus concentré, et cette personne-là me dit qu'elle est extrêmement dispersée. Je fais son thème, et elle a un ascendant Gémeaux. Et je lui explique qu'avoir un ascendant Gémeaux, ça veut dire telle ou telle chose, beaucoup plus que le Capricorne. Et là, elle se reconnaît aussi. Et les personnes à qui j'explique les notions de leur ascendant se reconnaissent beaucoup dans leur signe ascendant et moins dans le signe solaire. Oui. Et là, en tout en pratiquant, je m'en vais vers autre chose, parce que c'est une question de temps, ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à un certain nombre de conclusions. C'est là que je commence à avoir des thèmes dont les personnes sont nées avec l'ascendant au dernier degré du signe ou au premier. Entre autres, un jeune homme qui vient me voir une fois, il a un soleil scorpion et le Mars au scorpion. Donc, tu connais la valeur des éléments astrologiques, tu sais un peu qu'est-ce que ça peut représenter. Oui. Bon. Mais lui, il n'est pas tout à fait comme ça. Il n'a pas de l'air de ça. Et son heure de naissance lui donne un ascendant qui serait à 0 du scorpion. Je lui pose quelques questions, et là, il dit non, ça ne va pas. Donc, il faut que ce soit 29. Balance. Alors, je lui dis 29 balances, et là, malgré son soleil et son Mars au scorpion,
il n'est pas une pleine nature. Il est beaucoup plus pacifiste que s'il avait l'ascendant, le soleil et Mars. Et là, lui, son ascendant est à 29. Et par la suite, au fil des ans, j'ai rencontré un grand nombre de personnes qui ont l'ascendant à 29 ou à 0, et c'est définitivement ce signe-là qui l'emporte. Seulement, il peut y avoir un cas d'exception, 1 sur 10 000, 20 000, où la nature peut nous jouer des tours, c'est-à-dire où on n'est pas sûr à 100%. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai entendu souvent la notion d'hybridité. Toi, Oui. tu l'as entendu? Ben oui, l'hybridité, oui. Donc, c'est un mélange. c'est une notion qui veut dire que si une personne a l'ascendant tout proche de la limite, a des caractéristiques des deux signes. Moi, je ne crois pas ça. Ça ne se peut pas. C'est un ou l'autre. C'est vraiment un ou l'autre. Il y aurait quelques exceptions où vraiment, là, on serait à 29 et, je sais pas moi, 29 et 58, 59. Mais ça, j'en ai pas vraiment rencontré. Mais c'est vrai qu'on en parle moins de l'ascendant aujourd'hui. Hein. Ah, ça dépend des personnes. Les astrologues que j'ai rencontrés, ils n'en parlent pas trop. Ouais. Maintenant, les gens, ils jurent par les nœuds de la Lune. Mon nœud ascendant, mon nœud descendant, ça leur plaît beaucoup. Ouais. C'est l'axe des nœuds, les deux signes qui sont sur l'axe des nœuds, Ouais. ça leur parle beaucoup. Ben, C'est plus tellement le signe ascendant, le signe solaire, signe ascendant. Tant À mieux. l'époque Mais ça- de Barbeau, c'était à Barbeau, c'était vraiment voilà. Soleil ascendant, soleil ascendant. Ben c'est ça, parce que c'est ça qui est la base. Mais en disant ça, moi, ça ne me dérange pas. Je suis ouvert à toutes les suggestions, toutes les approches. Donc, si quelqu'un me dit que ton nœud lunaire il est là, ça veut dire quelque chose, alors raconte-moi ce que ça veut dire. Si tu me racontes, moi, je me connais assez bien aujourd'hui que je suis capable de dire oui, c'est vrai, puis non, ça ne l'est pas. C'est un peu comme l'astrologie chinoise, je ne connais pas. Et si un jour je rencontrais quelqu'un qui me faisait mon thème chinois, il pourrait me dire, voici, ça veut dire telle chose. Je serais capable de dire, ben ça c'est juste, puis ça ne l'est pas. Donc si je regarde mes nœuds lunaires où ils sont, puis je regarde ma vie, je vois pas trop de corrélation entre ça. Mais je ne dis pas que le nœud lunaire n'a pas d'importance. Mon nœud lunaire ascendant est en balance. Quand je regarde ma vie, je vois pas de balance. Le problème des ascendants, donc il y avait deux problèmes que je voulais signaler. Premièrement, l'ascendant, ça détermine le physique de la personne aussi. C'est le physique, le tempérament, sauf que il y a deux types, si on veut, de deux catégories d'ascendants. Celui qui est pur, puis celui qui est modifié. Le tempérament le plus pur, c'est quand l'ascendant se trouve dans un signe et qu'il n'y a pas de planète dans l'ascendant, parce que les planètes Ben oui. dans l'ascendant modifient l'ascendant. Ah oui. Donc, une personne qui a un ascendant cancer, par définition, ce n'est pas une personne très combative. Mais Mais si Mars se trouve dans l'ascendant, soit au cancer, soit au lion, mais encore plus sur l'ascendant, là, à ce moment-là, c'est comme un double ascendant. Et inversement. Un ascendant cancer et un Un deuxième bélier qui ascendant. doit avoir un ascendant vénusien, Vénus, avec Vénus à l'ascendant, il doit être pas trop bélier. Ben, ça reste bélier, mais beaucoup plus adouci. Donc là, on va sentir l'influence balance. Et au niveau de la vie physique, c'est remarquable. Si on pouvait faire des expériences à grande échelle, on va prendre simplement la démarche, le pas. Le pas est extraordinairement représentatif. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment... Bon, imaginons par exemple que j'attends un enfant. Alors cet enfant, bon, je le fais naître, pour une raison ou pour une autre, je le fais naître une heure plus. Donc à 8 heures du matin, il sera Scorpion, ascendant Scorpion. À 10 heures du matin, il sera ascendant Sagittaire. Mais son corps ne va pas changer d'une heure à l'autre. Son Non, mais physique va pas, c'est sa ça. tête ne va pas changer du jour d'une heure. C'est ça qui pourrait être compris dans ce titre-là, c'est au-delà du zodiaque, c'est-à-dire au-delà de notre compréhension. Ce qui fait qu'un espace dans le ciel peut nous influencer à ce moment-là, c'est extraordinaire, parce que si tu me suis bien, avoir l'ascendant Scorpion, c'est comme la transformation de quelque chose qui est en haut dans le corps. Oui. Mais il n'y a pas d'explication, il y a seulement des observations. Et pour observer assez bien, ben, il y a seulement 12 signes, donc il faut avoir vu, observé, disons une centaine de personnes de chacun des signes. Quoique tu sais que la distribution est inégale. Tu sais Oui, il y a les ascendants, il y a les, oui, ascension rapide, ascension lente. Bon, alors,
Entre Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, c'est autour de 10-11%. À l'autre extrême, Poisson, Bélier, c'est moins de 5%. Donc, les ascendants Poisson et Bélier sont rares. De chaque côté, Verseau et Taureau sont autour de 6-7%. Et à mesure qu'on s'en va vers le zéro Balance, on s'en va vers les plus grands nombres. Donc, il y en a plus. Et oui, ils ne sont pas représentés de la même manière. Avant de rencontrer... Donc, il ne faut pas faire des statistiques n'importe comment. Et il faut dans c'est ce que certains statisticiens avaient oublié, c'est qu'il y a plus de gens de tel signe que tel autre. Ben oui. Et même chose pour les positions planétaires. J'ai fait beaucoup d'études là-dessus sur les déplacements des planètes. Donc, les planètes ne passent pas le même nombre de jours dans chacun des signes. Non. Donc, Mars passe le plus de temps en Vierge et en Balance, ce qui fait que dans toute une vie, ben, on parle de nombreuses journées, donc d'un pourcentage important. Donc, même chose pour l'ascendant. Donc, avant de rencontrer 100 personnes qui ont l'ascendant Poisson, ben, ça prend du temps. Alors que 100 personnes vierges, ben, c'est plus courant. Plus court, parce que c'est plus courant, c'est ça. Mais, ce que je voulais dire dès le départ, c'est que on est dans un domaine où l'esprit humain voyage, et chacun a sa compréhension. Alors là, tu me parles des nœuds lunaires. Il y a aussi l'astrologie, comment je m'appelle, karmique, qui nous fait décaler d'un thème. Alors moi, je rencontre quelqu'un... C'est quoi? L'astrologie karmique. Qui fait quoi? Qui fait décaler? Ben, qui fait décaler, il y a un décalage de presque un signe. Non, c'est la sidéraliste, ça. Ben, c'est la même chose. Ah non, karmique, c'est pas du tout sidéraliste. Oui, mais c'est ce qu'ils disent, c'est comme basé là-dessus. Non, c'est l'astrologie védique. Ah oui, l'astrologie védique... Non, l'astrologie karmique, il y a des astrologies karmiques qui ne sont pas du tout sidéralistes. Ah, ben il y a peut-être les deux dedans, mais en tout cas, moi j'avais toujours confondu karmique. Non, pas du tout. En tout cas, j'en rencontrais un jour, et puis ben, il me dit, moi j'ai un ascendant Verseau, donc il me fait un petit calcul, puis il dit, non, toi tu as un ascendant Capricorne. Ben, j'ai dit, explique-moi où est mon ascendant Capricorne. Moi, je voudrais bien le voir. Je dis, je connais qu'est-ce que c'est qu'un Capricorne, et je sais ce que c'est qu'un Verseau. Donc, c'est pas ça. J'ai rien au Capricorne, j'ai aucune valeur. J'ai quelques aspects avec Saturne, j'ai de la profondeur, mais je ne suis pas capricornien. Ah, mais lui, il a mis ton ascendant au Capricorne. C'est ça à cause du décalage. Oui, donc il va te dire, oui, en réalité, vous avez votre ascendant en Capricorne parce que je suis en sidéral. C'est ça. Mais là, moi, ce que je lui dis, c'est, ça ne me dérange pas ta façon d'interpréter, ça ne me dérange pas ton système. Mais démontre-moi que j'ai des propriétés capricorniennes, que je suis comme ça, que je suis un individu qui, dans ma structure physique, psychologique, est capricornien. Oui. Et je peux pas, là, ça se peut pas. Mais le problème, c'est, moi je me sens... Le problème, c'est que il y a quand même d'autres facteurs dans le thème que l'ascendant. Ah, bien sûr, mais c'est le plus important. Oui, donc finalement, tu veux quand même que ce soit vraiment, vraiment marquant, central. Il est déterminant. Même les autres planètes ne vont pas modifier fondamentalement à moins qu'elles soient dans l'ascendant et sur l'ascendant. Mais autrement, non. Autrement, non. Oui, c'est ça. Et ce qu'on appelle un ascendant pur, c'est un ascendant dans un signe, avec aucune planète dans ce signe-là, et aucune planète dans l'ascendant. Est-ce que tu connais le travail de Robert Dax, la psychologie zodiacale? Il a fait un livre pour justement séparer chaque fois l'ascendant, entre deux ascendants, lequel choisir. Mais malgré tout, ça peut servir un petit peu à la rectification de l'heure de naissance. Si tu dis à quelqu'un, vous êtes plutôt balance que scorpion... Si l'heure est imprécise, si une personne dit, je suis né entre 6 heures le matin et 9 heures, là, oui, ça je l'ai fait souvent, en faisant appel simplement à la description de la personne, qu'est-ce qu'elle est qu'elle est comme ça, plus comme ça, plus comme ça. Mais dans certains cas, quand on a affaire à une personnalité qui n'est pas clairement définie, une personne qui est déjà hésitante de nature, qui est flottante, elle a de la propre difficulté à définir sa personnalité. Et l'astrologue a de la difficulté aussi. Je te donne un exemple. Un jour, dans une consultation, j'ai une femme qui a un soleil Verseau. Okay, donc, ça te dit quelque chose, soleil Verseau? Oui. Okay, elle me parle d'elle un peu, parce qu'elle n'a pas d'heure de naissance. Fait que je lui dis, parlez-moi un petit peu de vous, de ce que vous êtes. Tu dors debout. Tu dors debout. Un petit peu, oui, c'est vrai. Non, mais Fatigué, ouais, c'est ça. Non, mais moi, j'ai parfois des moments comme ça. Oui, c'est ça. Une... Alors, c'est fascinant, ça. Elle me parle de son soleil Verseau, puis quand je lui pose des questions sur la vie, sur ce qu'elle aime, elle me répond toujours par son soleil Verseau. Mais je ne vois pas son fichu ascendant. Et à un certain moment, je lui pose une question. Et là, ça clique. Sa réponse, elle est vierge.
Et pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas par son ascendant Vierge? Parce qu'elle se cache derrière son soleil Verseau. Et c'est la propriété fondamentale de l'ascendant Vierge de ne pas se dévoiler. C'est le signe qui se dévoile le moins. Et là, je lui pose une série de questions sur la Vierge, et là, elle répond oui tout le temps. Mais j'ai eu de la difficulté parce qu'elle se cachait. Personne qui est l'ascendant Bélier ne peut pas se cacher. Personne qui est l'ascendant Lion, c'est le signe le plus lumineux. Le besoin fondamental de l'ascendant Lion, c'est d'être vu puis de se montrer. Donc l'ascendant Lion est généralement une personne directe, franche, qui montre les choses, qui dit les choses pour la meilleure et pour la pire, comme le Bélier. Mais l'ascendant Vierge, non. L'ascendant Vierge tisse une toile autour d'elle et ne se montre pas. Donc quand on n'a pas d'arbre... Alors, que tu peux montrer tes autres livres, là, à quoi ça ressemble? Oui. Parce que... D'abord, je te montre ici, on s'est rendu quand même jusque-là. On s'est rendu au 200e, voilà. Ah oui, édition. oui. On a fait une petite édition spéciale. Et je suis arrêté pas longtemps après. Donc, on a fait 204. 204, c'est quand même 2005, bien. Dans le domaine astrologique, 200 numéros, Starcore, dont 89 à 2006, 16 ans à peu près mensuels, à tous les mois. Ah, ici, on a parlé un petit peu de ça, c'est la photo du lancement au Reine-Élisabeth en 73. Ah, ça, c'est des statistiques, tu vois, sur quelques-unes des planètes. J'en ai fait sur des familles aussi. Sur les familles, ça n'a pas été aussi concluant que j'aurais voulu. J'ai quand même des familles de 2-3 000 noms avec des dates de naissance. C'est quand même pas mal. Mais là, tu as fait un article sur Bernard Hirsig, justement, pour le numéro 200. Oui, c'est ça, pour rappeler les origines de la revue et tout ça. Alors, il y a une petite biographie. Bah, je crois même que ça vaut la peine. Hein. Ouais. Il émigre en 56. Ah, 56 ans. Ouais. Je me savais que c'était au début des années 60. Non. C'est ça. Moi, justement, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Lausanne. Ouais. Et les gens de Lausanne, ils ont complètement oublié Hirsig. Ah ouais? Mais pourtant, en revanche, à la bibliothèque municipale cantonale de Lausanne, Ouais. ils ont toute la série de la revue Destin. Ouais. Tu l'as déjà vu, la revue Destin? On a publié quelques-uns de ces textes, puis j'en ai ici en reproduction. Mais Tanguay avait une bonne partie, mais ils n'avaient pas tous. Il manquait plusieurs numéros. Ben, ils sont conservés à la bibliothèque. Ben, tout ce qu'on fait partout, c'est publié, c'est gardé dans les bibliothèques. L'Institut astropsychologique de Québec. Oui, c'est ça. C'était ce qu'il avait créé, Hirsig. Oui, c'est ça. Comme ça, ici, tous les numéros sont dans les deux bibliothèques, québécoises et nationales. Lesquels? Tous les numéros. Tu les envoies toujours à... Ben, on a l'obligation. Pourquoi tu ne l'envoies pas à Lausanne aussi, comme tu... Ah, ben là, je suis pas sûr d'être Non, je intéressé plaisante. à l'avoir. Jacques Cyr, notre papa. Ah, ça, c'est mes enfants qui m'écrivent un petit mot gentil. Michel et André. Mon cher Jacques. J'étais là en septembre 70 pour ton tout premier cours d'astrologie. Ah, ça va être Gilles. Ouais. Je vais prendre son email. Oh là, ça se peut que ça allait changer. Ah bon? Prends une chance. Bah, on peut toujours essayer. Ouais. Ça fait 2-3 ans que j'ai pas Je lu vais noter ça. de ces nouvelles. As-tu un bout de papier? Non, mais je verrai tout à l'heure, on va continuer l'entretien. Mais je suis toujours très friand de mails, parce que comme ça me donne des gens qui vont voir ma télévision. Ben, écoute, je suis allé, mais moi, je trouve ça embêtant, des postes où il faut toujours cliquer puis ouvrir quelque chose. Et puis, donc, j'ai vu la disposition générale. Je suppose que beaucoup de gens annoncent des événements, des colloques, des... Oui, mais en fin de compte, c'est surtout des entretiens. Non, il faut... Oui, c'est ça. Mais donc, tu as un titre, ça dirait entrevue avec telle personne. Oui, c'est ça. C'est le nom. En fin de compte, c'est pas très bien fait actuellement. Non, ce que je veux dire. Mais je veux dire à un moment donné, tu as la liste de tous les gens, Ouais. et tu cliques et tu as la personne, mais tu as sa conférence. Oui, c'est ça. Mais beaucoup de sites sont comme ça. J'aime moins ça. D'abord, j'ai un appareil qui n'est pas vite. Ouais. Tout de suite, en ouvrant, ils m'ont demandé de télécharger un télémédia. Là, je ne l'avais pas. Ici, j'ai pas réussi, mais j'ai réussi sur l'autre. Ça a pris quelques minutes. Non, ce qu'il faudrait, c'est que tout cet ensemble, on le classe. On dit, voilà, quelle personne doit faire parler de telle chose. Pour l'instant, c'est classé par des gens. Tu vois un nom de quelqu'un qui t'intéresse, tu cliques et puis tu vois le film. Mais tous les sites des agences gouvernementales, puis c'est tout, il y a un paquet de noms, puis on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc, il faut cliquer, puis moi, comme je dis, j'ai pas la haute vitesse. Il faut cliquer, oui, il faut cliquer. Il faut cliquer beaucoup. Ouais. Moi, j'ai des textes
Il y en a sur l'actualité, puis il y en a des textes un peu plus anciens. Donc, à droite, ce sont les textes qui sont là. Tu as besoin de clic. Là, il y a un texte. Au moins, la personne peut lire. Alors, nous, on a un système qui est pas mal, mais qui ne suit pas. C'est qu'il y a un classement géographique. Okay. Donc, par conséquent, on dit aux gens, allez voir les gens qui sont près de chez vous. Donc, ils font connaissance avec les gens qui sont près de chez vous. La France, c'est quand même un grand pays. Donc... Non, mais alors, par département. Okay. Voilà, les gens, ils sont dans un certain département, ils veulent savoir s'il y a des gens à côté de chez eux. Ouais. On leur donne la liste des gens qui sont chez eux, ils vont pouvoir voir les films des gens. Donc ils vont choisir d'après un critère de voisinage, si tu veux. Ouais. Mais on pourrait améliorer, il faudrait que je reprenne toutes les cassettes et que chaque fois je dise tel mot-clé. Et cette personne-là, on a parlé de ce site. Est-ce que des bouts de film pourraient apparaître sur le site ou? Des bouts de films? Comme tu en as juste là. Comment ça? On fait que ça. Comment va ça, tu veux dire? Ah ben je sais pas, parce que j'ai vu le site. Il y a plusieurs centaines d'heures de vidéos. OK, mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand on ne sait pas, on voit des titres, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est, donc il faut cliquer, puis cliquer. Puis, et puis même quand on a cliqué, après il faut regarder le film. Oui, mais au moins on peut savoir... Parce que la différence entre un livre et un film, c'est qu'un livre, on te dit il y a tel article à telle page. Ouais. Bon, tu ouvres la page. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, vu de loin, on ne sait pas. Moi, si il y a un nom, puis on dit telle chose, et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, pour apprendre, il faudrait pratiquement que je clique sur chacun, investir beaucoup de temps. Oui, non, mais justement, c'est ça. Et c'est là que j'en ai pas beaucoup. Non, mais c'est ça, on a des difficultés. Il y a un problème pour aider les gens à s'y retrouver. Mais d'abord, premièrement, je dirais que les gens connaissent, il y a des noms qu'ils connaissent, les gens. Oui, c'est ça. Ils connaissent déjà la personne, Ouais. enfin, ils en entendent parler, ils ont lu son livre, donc ils veulent déjà voir le film à son sujet. Oui, c'est ça. Ben, comme moi, je connais André Barbeau, mais en dehors de ça, en fait. Voilà. Donc, bon, maintenant, on aura par exemple on aura moins 50 films sur les Québec. Ouais. Donc là, tu diras, tiens, Axel Harvey, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, okay. Tiens, Denise Krasanovska, qu'est-ce qu'elle a dit? Ou Jacques Cyr, qu'est-ce qu'il a dit? Donc ils vont ouvrir là parce qu'ils connaissent. Ouais, c'est ça. Mais une petite bière? non, je bois pas de bière. Okay. Mais si tu veux, on peut prendre la pizza. Tu avais dit qu'on mangeait à 6h moins le quart, mais on peut. À peu près, oui. Es-tu prêt? Non, moi je suis toujours prêt, mais on va entendre encore 8 minutes. Ah, ça dépend de la cote. Ok, tu as un temps précis. Oui, parce que la cassette dure 1 heure. Ok. Donc, mais après, on pourra reprendre. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. La question de savoir comment améliorer Bon, c'est vrai qu'il faudrait aider les gens. Il faudrait, par exemple, que les gens veulent un certain type d'ascendant. Par exemple, toi, par exemple, tu t'intéresses à l'ascendant. On a une conférence, on a une discussion là qui est intéressante sur l'ascendant. Donc il faudrait que quand je mets entretien avec Jacques Cyr, que je mets, on a parlé de l'ascendant. Ouais, je sais. Tu vois? Parce que à ce moment-là, les gens intéressent à l'ascendant, ils vont voir ton film. C'est tellement vaste que finalement, et puis c'est ça, moi j'ai eu des contacts avec beaucoup de gens dans le domaine, et c'est incroyable comment on se perd. Pourtant, c'est juste un domaine. On dit le mot-clé, c'est astrologie. Et à l'intérieur de ça, comme tu dis, tu viens de me parler des nœuds ascendants, mais je suppose que des gens vont passer une soirée pour parler de ça. Moi, je ne suis pas capable d'embarquer là-dedans. Je suis devenu un spécialiste de la structure traditionnelle, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là. Donc, mais dès qu'on sort de quelque chose, dès qu'on sort de la tradition, et il y en a, ce que je veux dire par là, c'est que ça, ce dont tu viens de parler, c'est qu'il y en a, par exemple, simplement la lecture d'un thème. Bien, j'ai été surpris, une fois, on était dans une réunion d'astrologues, et puis il doit y avoir au moins un thème ici, là. Simplement, la lecture du thème, la manière de lire, ça pas tout à fait, parce que ça prendrait un thème complet. Il doit en avoir quelques-uns, là. Celui-là a l'air assez simple. Non, parce qu'il n'y a pas d'ascendant. Ok, ben dis-moi si tu t'en vois un, là. Je vais t'en trouver un. Ah, c'est vrai que tu ne mets pas toujours les maisons, effectivement. Oui. Non, parce que ça, c'est les lunaisons. Puis ça, ici, regarde, le thème du Parti québécois, puis le thème de la Confédération du Canada. Là, il n'y a pas les Mais tu vois, non, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment d'heure. Mais tu vois, regarde ces thèmes-là, ici, comme celui du Canada. J'en ai parlé beaucoup. Mais le thème du Canada, il est parlant, c'est-à-dire que si ça a un sens,
ben, on doit pouvoir faire des extrapolations sur le thème d'un pays. On doit être capable de dire des choses sur ce qui peut se passer. Alors, tu as suivi un peu l'histoire de la séparation du Québec, l'indépendance du Québec? Ben, à une époque, oui. À une époque, quand j'étais venu en 92, j'avais fait une conférence là-dessus. C'est ça, mais tu sais qu'il y a eu, il y a des gens qui ont été en faveur, puis d'autres contre. Alors, chez nous, ça a été la même chose. Bon, ça, c'est un thème complet. Mais si tu remarques, ici, l'ascendant est à gauche. OK? Oui, oui. Oui. Mais juste là, il y a déjà une division presque en deux chez les astrologues. Donc, à cette réunion où j'étais allé, ils avaient proposé un thème pour étude. Et j'ai fait le tour derrière les gens, derrière la tête, et qu'est-ce que j'ai constaté? C'est la naissance de la revue, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens lisaient leur thème à partir du soleil à gauche, comme ici le soleil il est là. Ben oui. Donc, ils le lisaient comme ça. Alors ça veut dire, ici, l'ascendant serait à droite. Mais, Ah oui. alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ben, moi, je dis que c'est un non-sens, parce que pourquoi est-ce qu'on doit le lire comme ça? Parce que ça, c'est la ligne du lever puis du coucher du soleil, Oui, je connais un peu cette ce qui question. représente la réalité. Et alors, ben, quand on dit l'ascendant, il est à l'est, ben, c'est ça. C'est qu'au lever du soleil, précisément, l'ascendant, il est là. Et ça, c'est la marche du soleil le long de la journée. Donc, oui. la réalité du thème reflète la réalité extérieure. Tandis que quand on regarde le soleil à gauche, comme si le soleil c'était le centre du thème, si on n'a pas d'ascendant, oui. Et quand on a l'ascendant, non, il faut le placer comme ça. Mais ça a été une grande surprise de voir que tout le monde lisait son thème à partir du soleil à gauche. Et tu vois, ça c'est déjà une grande division. Je vais dire division dans le sens de que les gens se détestent. Mais je dis, c'est comme deux approches complètement différentes. Alors montre-nous un peu ce que tu as là sur ta table. Oui, alors le premier, c'est ça, donc c'est le... Vas-y, montre la production de l'édition Gemini. Le tout premier, c'est celui-là, le tome 1. Ensuite, ça a été par ordre chronologique, c'était ça. Ensuite, tu nous expliques aussi ce que tu as voulu mettre dans chaque livre. Enfin, pardon? Quel était l'enjeu du livre? Qu'est-ce que tu voulais? Ben, celui-là. Pourquoi tu as fait les livres? Enfin, celui-là, c'était. Comment tu dis? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce livre, à chaque livre? Alors, au-delà du zodiaque, ça veut dire, faut pas s'arrêter au zodiaque, en fait, c'est ça? Oui, et ce sont les deux seuls livres qui s'adressent un petit peu à tout le monde, c'est-à-dire où les profanes peuvent essayer de comprendre, parce que c'est pas des livres d'interprétation. Il y a quelques petites notions, mais juste pour essayer de montrer qu'est-ce que c'est le zodiaque. En quoi est-ce que le zodiaque est présent dans la vie des gens, puis dans quelle mesure est-ce que ça... Mais pas sous l'angle interprétation, pas sous l'angle étude, simplement sous l'angle explication. Ensuite, après ça, il y a les aspects planétaires. Les aspects planétaires, donc c'est ça. C'est le deuxième, ça c'est 97, 99, ça je pense que c'est 2000. Oui, il y a eu 2 tomes, effectivement, oui. Oui, 2000. Est-ce que tu vois les rubans là-bas, ce sont tous les lancements. Pardon? Les rubans que tu vois là, c'est 5 lancements. Pour chaque livre, tu fais ça? Oui, c'est ça. Le premier, c'est le argenté. C'était pour mes 25 ans en même temps. L'autre, 97, c'est celui qui est beige en arrière. Je te souhaite beaucoup de rubans. Ah, pour le moment, non. Alors, c'était ça. Et puis ensuite, ça a été ça. C'est toujours le deuxième volume, là. Oui, ça c'est le 2. Et qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi il y a eu 2 volumes? Ah, ben ça, c'est seulement Ascendant et MC, puis ça, c'est entre les planètes rapides. D'accord. Le 3, il s'en vient, mais pas vite. Et il va être plus difficile. Ça, c'est entre les planètes lentes. Ah, il m'en manque un. Lui, il est venu plus en... Le dernier lancement, c'était en 2006. Ah, oui, il est là, c'est ça. Donc, celui-là. Ah oui, alors ça c'est l'habitation, ça veut dire quoi l'habitation? La maison, sous 4 angles. Les influences astrales sous 4 angles. Donc, l'angle style d'habitation, sens administratif, décoration intérieure, puis un autre volet, là.
Donc tu vas t'inspirer de ton bouquin pour remettre ton appartement en état Non, parce que le livre représente ce que nous sommes. Mais ça, il n'y a pas de prétention là-dedans. Sauf que si on pouvait aller voir dans des maisons, dans un grand nombre de maisons, ça c'est mon bébé, ça n'est pas de l'astrologie, ça? Non, c'est mon roman. Mon premier roman. Mais quand j'ai commencé à écrire ça, je pensais écrire un livre de science-fiction. Lequel, celui-là? Oui. Oui. Parce que c'était de la fiction. Et maintenant, non, c'est plus de la fiction. Quand j'ai commencé, c'était à l'été, parce que je voulais me faire un petit projet d'été pour m'amuser un petit peu. À l'automne suivant, à Radio-Canada, ils parlent de la baisse de production des spermatozoïdes. Oui. Et ils disent que ça fait longtemps qu'on le sait. Alors là, moi, je tombe du ciel, sans jeu de mots. Là, je me dis, ben là, c'est un livre d'anticipation, mais plus un film pas un livre de science-fiction. On est dedans, on est dans la réalité. C'est déjà très vrai. Donc, en ce sens, c'est un peu cosmique, mais c'est un roman.